Eh ben allez, c'est parti. Salut ma Rachel, Georgie à l'appareil. Bon les abonnés l'attendent depuis 3 semaines ce podcast, enfin je crois. Verdict de la poule C et de la phase finale de cette magnifique édition 2025 de la Coupe du Monde féminine de rugby. Donc la poule C, on vous l'a dit, c'était celle qui nous hypait le plus. Nouvelle-Zélande, Irlande, Japon, Espagne. On va essayer d'être bref dessus parce que voilà. Orlando, quand tu mettras en ligne ce podcast, voilà, pour écouter si le retour son, le retour vidéo sont bien, voilà. Prends à manger, prends à boire, prends à fumer parce que je pense qu'on est parti pour un bon bout de temps. Donc poule C, Nouvelle-Zélande, Espagne, Irlande, Japon. Les deux premières journées, donc les Néo-Zélandaises s'imposent 54-8, sauf erreur de ma part, contre les Espagnols. Elles finissent le match à 13 contre 15. Il y a des blessés chez elles. Elles marquent pas autant qu'elles devraient. Match qui a été commenté par les aficionados en Nouvelle-Zélande comme ils ont parlé d'ugly win. On sait pas trop pourquoi. Enfin, on sait pas trop pourquoi, mais on se demande si c'est vraiment des Néo-Zélandais qui ont déjà vu leurs équipes prendre des titres et qui se souviennent pas que lorsque leurs équipes ont pris des titres, c'était les derniers matchs qui étaient choquants, pas les premiers. Donc voilà, 54-8. Les Espagnols qui s'étaient préparés, alors elles étaient allées à Leicester, enfin c'était avant d'aller à Leicester, au printemps, pendant qu'il y avait le tournoi destination, pendant qu'il y avait le Pacific Force Series. Donc fin avril, le deuxième ou troisième week-end d'avril, elles ont pris le championnat d'Europe des nations, donc un titre de plus à leur escarcelle dans leur escarcelle après s'être imposé en finale du WXV Free. On vous avait raconté les bails contre les Fidjiennes. Et donc, sachant qu'elles allaient prendre les Black Ferns d'entrée de la compète, elles ont fait on va se préparer en mode difficile. Et elles sont allées défier les Red Roses à Leicester. Le match, elles en prennent 90 contre des Red Roses, on vous l'a dit, qui étaient dans leur projet de jeu, de plus en plus efficace, de plus en plus rapide dans l'exécution. Et donc c'était une démonstration de leur part, mais néanmoins elles arrivent à claquer un essai en fin de match grâce à Claudia Pena et tout le stade les applaudit. C'était une bonne entrée en jambe, une bonne mise en jambe avant de défier les Black Ferns. Et donc prestation honorable de leur part. Et de l'autre côté de la poule, il y avait Irlande-Japon. Donc petit focus sur les japonaises pour commencer. C'est une des équipes avec les Sudaf dont vous a le moins parlé sur la chaîne, alors que pourtant chaque année on les suit en fait. Elles font partie de la deuxième division mondiale. Et chaque année depuis la dernière Coupe du Monde, elles vont jouer en Italie pour se chauffer avant d'aller en Afrique du Sud pour le WXV2. Et sur ces 3 matchs, elles ont pris une victoire en Italie pour 2 défaites. Et donc on savait que c'était une équipe qui avait le potentiel pour aller chercher la win contre une équipe du 6 Nations. A fortiori, une équipe qui n'a que très peu de vécu en Coupe du Monde. Il faut savoir que dans le 15 d'Irlande, il n'y a que Fiona Moloney qui a disputé une Coupe du Monde. Et là, ça remonte à 2017, puisque l'Irlande avait organisé la Coupe du Monde 2007. Elles avaient fini 8e à domicile. Et ensuite, elles avaient loupé malheureusement l'édition de 2021. On en avait parlé longuement, pas loin d'ici. On est au Louis Blanc. Orlando Rachel, vous le savez, mais les abonnés ne le savent pas. Et on est sur l'île de Nantes, donc pas loin du stage de Mega Drive où on avait tourné quelques-unes des vidéos qui parlaient de ce tournoi de qualification où les Irlandaises avaient échoué. Et donc les Japonaises entrent dans la compétition avec de l'ambition. Et les Irlandaises ont très bien su les contrer. Elles s'offrent une victoire 6 essais à 2. Là j'ai pas le score en tête, je sais plus
combien d'essais ont été transformés des deux côtés. Enfin, voilà, 6 essais à 2, c'est accessoire de savoir combien d'essais ont été transformés. Et donc, très bonne entrée en matière pour elle dans la Coupe du Monde. Deuxième journée, les Japonaises choquent en ouvrant la marque contre les Black Ferns et en leur tenant la dragée haute sur plusieurs séquences. Une équipe qui envoie beaucoup de jeux, qui est capable de mettre ses trois quarts dans de bonnes conditions, qui est capable de mettre de la vitesse dans les rucks quand il le faut. Et donc voilà, un match pareil. Donc les aficionados en Nouvelle-Zélande sont là, ouais, bon, les Black Ferns là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est double championne du monde en titre, mais voilà, on est loin, voilà, il n'y a pas de victoire 80-0, donc voilà. Les Néo-Zélandais sont frustrés, mais les Black Ferns sont dans leur truc. Et de l'autre côté du tableau, les Irlandaises font un très 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 beau match contre des Espagnols qui ont tout laissé sur le terrain comme à leur habitude. Et donc là, elles s'imposent 5 essais à 3 sauf erreur de ma part. Et donc on arrive pour la troisième journée de la poule. Et donc la troisième journée de la poule, vous avez d'un côté le match pour la première place de la poule, Irlande-Nouvelle-Zélande, et le match pour la troisième place, pour l'honneur, pour finir la Coupe du Monde sur la meilleure des notes possibles, entre les Espagnols et les Japonaises. Le match Espagne-Japon, vraiment, donc les Espagnols font un peu tourner leur effectif, puisque la débauche d'énergie lors des deux matchs précédents a été immense, et donc se pointe contre les Japonaises, et le plan était parfait pour un braquage. Elles ont défendu, elles ont joué voilà, les unes avec les autres, super connectées en défense. Enfin, vraiment les Espagnols qu'on connaît, les Espagnols qui nous régalent. Et voilà, cette équipe, pour la faire bref, on l'aime d'amour parce qu'on voit d'où elles viennent, parce qu'il y a des joueuses comme Laura Delgado qui fait partie des légendes du rugby du 21e siècle. Côté féminin, Laura Delgado, à un moment elle est partie en Nouvelle-Zélande pour continuer à jouer au rugby au plus haut niveau, puis sur la fin de sa carrière, là, elle a réussi à intégrer le club des Harlequins à Londres et disputer le championnat anglais avec notamment Claudia Peña, qui est une des stars de la première chip anglaise. Donc voilà, c'était un match, voilà, quand on les voit jouer, on se rend compte que, comment dire, il y a une part de rêve et de magie, dans le sens où Laura Delgado, quand elle rentre sur le terrain, elle joue avec des meufs qui sont bien plus jeunes qu'elle, qui ont 10 ou 15 ans de moins qu'elle, et en fait qui ont eu envie de jouer au rugby parce qu'elles ont vu Laura Delgado et ses copines jouer, elles ont vu la Bimba jouer, et donc et là Laura Delgado elle a fait une publi là il y a pas longtemps sur Insta, et tu vois des petites meufs sur un terrain, je sais pas où, un terrain random en Espagne, et tu vois plusieurs photos et tu vois ces meufs là grandir, et puis à la fin elles sont en équipe d'Espagne avec la Bimba. Et voilà, rien que ça, c'est sur le côté transmission, sur le côté passion, sur le côté allez, on va vous aider à revenir en Coupe du Monde, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose qui nous émeut et qui nous transporte au plus haut point. Enfin, voilà, les Espagnols, elles nous vendent du rêve. Voilà, il n'y a pas d'autres mots, et c'est pour ça aussi qu'on était super hypé par cette poule. Et donc les Japonaises entament le match tambour battant, elles ont énormément de séquences de possession, elles se font contrer, et c'est pour les Léonas. Derrière, elles arrivent sur le coup d'envoi à récupérer. Alors je sais plus si elles grattent le ballon ou si elles récupèrent une pénalité, mais bon, elles arrivent à égaliser très rapidement, un essai partout. Et puis là, pendant 20 minutes, elles squattent le camp espagnol. Et là, on a eu une masterclass, je sais pas si c'est abusé ou pas d'employer ce terme, une masterclass en défense des Espagnols. Et voilà, à la 35e, elles arrivent enfin à se sortir de leur camp, à ne concéder aucun point. Là, elles plantent un essai. Et il y a un moment au plus fort de cette domination japonaise, à un moment, il y a les caméras qui se braquent sur Leslie McKenzie, donc la sélectionneur canadienne de ces Sakura.
Et elle est là, elle est perplexe. Elle voit que ses joueuses n'arrivent pas à enchaîner les temps de jeu comme c'était prévu parce que les Espagnols s'accrochent à tout ce qu'elles peuvent et vraiment défendent leur camp pied à pied. Et elle se retrouve à virer en tête à la mi-temps 14-5. Et là, avec Rachel, on a commencé à rêver. Vraiment, très clairement, on commence à rêver et on rentre dans la seconde mi-temps. Et au fur et à mesure que la seconde mi-temps avançait, il y a eu une petite baisse physique du côté des Leonas, des plaquages qui étaient réussis en première mi-temps, qui ont été ratés en deuxième mi-temps. Et là, les Japonaises, elles ont pu commencer à enchaîner, elles se retrouvent à mener 29-14 et à chaque essai, on sent que le rêve de victoire espagnole part en fumée. Et... tristesse. Nous, on était tristes, on avait envie de célébrer une dernière fois devant la télé avec les Espagnols. Et elle se retrouve menée 29 ou 27-14. Et là, il y a quand même le dernier sursaut, tu vois, le côté, voilà, on a galéré pour revenir en Coupe du Monde, on va croquer jusqu'au bout. Et elles arrivent à planter un dernier essai pour réduire la marque. Donc le match il finit à 27-21 ou 29-21. Et voilà. Et on est là et on vient de prendre une clacasse dans les dents. Un très grand moment de rugby. Très belle victoire des Japonaises. Enfin vraiment, bravo à elles parce que voilà. On suppose qu'elles sont rentrées au vestiaire la tête pleine de doutes et elles ont remis le couvert en seconde mi-temps et ça a commencé à leur sourire et bravo, force à elles. On leur souhaite que cette Coupe du Monde leur permettra de construire et on sait, là c'est même pas on espère, c'est on sait que en Espagne il va y avoir on va avoir de nouvelles petites filles qui vont commencer le rugby sur des terrains random parce qu'elles ont vu la Bimba, parce qu'elles ont vu Amalia Argudo, parce qu'elles ont vu Claudia Peña sur les pelouses anglaises. Et donc il y aura forcément de nouvelles histoires, de nouvelles aventures sportives et humaines pour elles et voilà, c'est ce qu'on leur souhaite. Très très fiers de les avoir encouragées derrière nos écrans, voilà, quel que soit le résultat, dès qu'elles sont à la télé, et même quand elles sont pas à la télé, on vibre. Donc, ce match-là se finit. On vous l'a dit, c'était les dimanches. Les dimanches, c'est compliqué de s'enchaîner 4 matchs de rugby d'affilée. Donc, le Italie-Brésil, on s'est assis dessus, on l'a vu en replay à je sais pas quelle heure. Enfin, j'imagine que chez toi, Rachel, Stéphane, il a dû s'arracher les cheveux. Il a fait putain, il est 4h du mat, tu regardes un Italie-Brésil. Sans enjeu entre guillemets. Toi t'as dû dire à Stéphane, bah écoute, nique-toi. Et t'as bien fait. Moi pareil, je l'ai maté dans des conditions similaires. Je devais bosser de nuit cette semaine-là. Ouais c'est ça, je bossais de nuit cette semaine-là. Donc je l'ai maté la semaine suivante. Au petit matin après une nuit de travail. Et c'était cool. Mais on s'est projeté ensuite, je suis allé rejoindre les enfants et Nouvelle-Zélande, Irlande. Et là on va déplacer le focus sur les Irlandaises. Les Irlandaises, cette poule, enfin pourquoi la présence des Irlandaises dans cette poule nous a hypé au plus haut point, c'est parce que en fait la présence de ces 3 adversaires, c'était un flashback de leurs 4 dernières années. Il faut savoir que le groupe irlandais il se construit en partie sur les cendres de l'élimination de 2021 et un des événements majeurs de l'élimination en 2021, c'est la défaite 8-7 contre les Espagnols. Donc le fait de retrouver les Espagnols, c'était une célébration entre guillemets de ce jalon, désolé de ne pas avoir de meilleurs termes. Ensuite, lorsque la Fédé décide de reprendre un peu les choses en main, de leur donner plus de moyens, après qu'il y ait eu toutes les saucisses qui ont été dites, que Kyliana Moloney elle soit arrivée, elle a dit quoi ? Il y a des mecs qui disent qu'on s'investit pas assez et qu'eux ils investissent. Allez, ce mec-là dit de la merde. On passe à autre chose. Donc après Kyliana Moloney, elle avait été écartée de l'équipe, ça on vous l'avait dit déjà en 2023, donc on va pas revenir là-dessus. Et donc à l'été 2022, elles sont parties en tournée au Japon. Vraiment un peu avec des joueuses qui avaient très peu de sélection au compteur. Et le système irlandais, il est très intéressant puisque voilà, vous connaissez la géographie sportive de l'Irlande, que ce soit au rugby ou ailleurs. Il y a 4 provinces, le Munster au sud, le Connaught à l'ouest,
le Leinster à l'est et Honor Ulster. Et donc chaque année, il y a un championnat d'interprovince. Et championnat d'interprovince, vous avez les U18 et les équipes seniors qui se la donnent au mois d'août. Et puis ça sert un peu de laboratoire, enfin pas de laboratoire, ça crée du lien entre les joueuses, ça leur fait de la compète. Et puis voilà, comme je dis, c'est adapté à la géographie sportive de l'île, que ce soit au rugby, au football gaélique. C'est comme ça que ça marche, quoi. Il y a le rugby de club et puis ensuite le rugby de club vient irriguer les provinces et les provinces ensuite se la collent en grand. Et donc elles avaient fait leur interprovince 2021 dans des conditions catastrophiques. Et donc il y a l'interprovince de 2022 et derrière il y a l'équipe qui part au Japon pour une tournée de 2 test matchs, si je vous dis pas de bêtises, une victoire, une défaite, mais de l'aveu de nombreuses joueuses, c'est un moment fondateur, c'est un moment où on voit Madame Nick Bird, qui malheureusement était pas là, elle a traîné pas mal de blessures. C'est là qu'on commence à voir Enya Breen, c'est là qu'on commence à voir Dana O'Brien à l'ouverture. Voilà, c'est là où les fondations du 15 irlandais se font. Et sur ce noyau de joueuses qui est parti au Japon, est venu s'ajouter toutes les meufs de la ligne de 3 quarts étaient un peu plus expérimentés et qui sont partis à 7 avec l'objectif de progresser, de se qualifier au JO et de bien y figurer. L'objectif de la qualif au JO a été atteint au printemps 2023 à Toulouse. Et c'était la seule bonne nouvelle de l'année 2023 pour le 15 irlandais, enfin pour le rugby irlandais féminin. Et donc là, une fois que vous avez fait l'amalgame entre les joueuses à 7, les joueuses à 15 qui ont commencé sur les interprovinces, le Celtic Challenge, on vous en a parlé aussi il y a pas mal de temps, et donc les setistes qui sont revenus fortes de leur expérience au JO, elles se sont pointées au Canada, au WXV1, premier match contre les Néo-Z. Elles gagnent 29-27, et le match, je pense à l'échelle du rugby irlandais, c'est le match légendaire de ce 15 d'Irlande. Donc elles battent les doubles championnes du monde en titre. Une performance en défense absolument incroyable. Il y a au moins 3 essais refusés pour les Néo-Z parce qu'il y a toujours une Irlandaise pour s'arracher, pour se coucher sous le ballon, pour retarder une libération de balle, il y a toujours une meuf pour dire aux autres de se décaler sur l'aile ou de faire gaffe à l'intérieur des rucks pour empêcher les Néo-Z de marquer des essais faciles. Et donc voilà, 29-27, match incroyable. La deuxième, la troisième ligne qui rivalise avec celle des Néo-Z. Aoife Wafer qui claque un match stratosphérique. Je pense là encore que le terme n'est pas exagéré. Voilà, si un mec avait claqué ce genre de performance contre les All Blacks, on aurait parlé de performance stratosphérique. Donc pourquoi on n'en parlerait pas pour les meufs? Donc voilà, et ça, sur ce match-là, les Irlandaises à la fin du match, elles disent non mais voilà, là, ce que vous avez vu, c'est le fruit de tout notre travail, de tout ce qu'on a fait sur l'entraînement, sur la nutrition, sur la récupération, sur la tactique, et patati et patata, avec notre nouveau staff, puisque leur staff il est chapeauté par Scott Beamon qui a été entraîneur de l'attaque des Red Roses. Et si c'est pas entraîneur de l'attaque des Red Roses, il était entraîneur de la défense des Red Roses, mais bon bref, il avait l'expérience du très très haut niveau et de la victoire en continu puisqu'il était avec les Red Roses. Les Red Roses, à l'heure où je vous parle, c'est 63 victoires en 64 matchs en 8 ans, 6 ans, 7 ans. Ouais, c'est 63 victoires en 64 matchs en 7 ans, puisque le point de départ, c'est leur défaite en France en 2018, la dernière victoire dans le tournoi à destination du 15 de France. Donc voilà, en 7 ans, elles n'ont connu la défaite qu'une seule fois. Et les 63 autres fois, elles sont rentrées sur un terrain, elles ont gagné. Donc lui, il a fait partie du premier cycle, de la première série de 30 victoires des Red Roses. Et puis il s'est pointé, il s'est dit ouais, ici en Irlande, il y a du potentiel, il y a un esprit sportif incroyable. De toute façon, moi je suis bien placé pour vous dire que l'esprit sportif irlandais, il est incroyable. Je pratique le football gaélique depuis plus d'une dizaine d'années.
Je me suis déjà retrouvé dans des matchs en infériorité numérique où avec mes potes irlandais on jouait comme s'il y avait 0-0 et comme si on était à un joueur de plus à attaquer, toujours vouloir donner le max dans l'application sur les gestes techniques. Hein. Souvent on va vous dire oui, l'Irlande c'est le fighting spirit, tout ça, mais encore une fois, et je crois qu'on l'a déjà dit dans un précédent podcast, le fighting spirit en fait il vient de la volonté de toujours s'appliquer à 100% sur les gestes techniques qu'on réalise. Et donc du coup, quand tu t'appliques à 100% sur un plaquage que tu réalises, c'est un gros plaquage. Quand tu t'appliques à 100% sur une charge balle en main, tu donnes l'impression d'être un putain de fighter. Ce sont des putains de fighteuses. Mais c'est pas le truc, c'est que voilà, tu vas être au quotidien avec des Irlandais et des Irlandaises. Ils vont pas te dire le combat, la baston. Non, ils vont te dire applique-toi, mets-toi à 100%, fais ce qu'on a dit qu'on allait faire, réalise ce qu'on a préparé à l'entraînement et tout va bien se passer. Et quoi qu'il arrive, on sortira du terrain la tête haute. Donc voilà, il y avait ce truc-là qui s'est vraiment manifesté en septembre 2024 contre les NEOZ. Et donc là, elle les retrouve pour la première place de la poule C et avoir le droit de rêver à une route, de rêver à une première place, un quart de finale et peut-être un peu plus qu'un quart de finale. Et donc là, ce jour-là, ce dimanche-là, les NEOZ sont arrivés et leur ont collé 40-0. Alors on va devoir détailler un peu. Elles leur ont mis 40-0, sachant que sur ce match-là, sur ces 80 minutes, il y a au moins 25 minutes de possession et de domination territoriale irlandaise. C'est-à-dire que il m'est impossible à l'heure actuelle, et même demain, même après-demain, même dans 10 ans, il est impossible pour moi de vous dire que les Irlandaises ont fait un mauvais match. Et pourtant, elles ont pris 40-0. Elles ont pris 40-0 contre les NEOZ. Et là, Rachel et moi, on s'est enflammé. On s'est enflammé dans le sens où on était là. Regardez, chers commentateurs néo-zélandais, voilà. Le vrai visage des Black Ferns, c'est ça. Et nous, vous avez vu le podcast à la fin du Pacific Force Series, on vous avait dit, voilà, c'est une année de Coupe du Monde, les NEOZ elles vont se mobiliser. Et là, on a eu confirmation de ce truc-là qu'on avait dit sur la fin de ce premier tour. Et donc là, on a commencé avec Rachel, on a eu des visions. Alors déjà, la première vision, c'était qu'il fallait absolument que le 15 de France batte le 15 d'Afrique du Sud, parce que prendre ces néo-Z-là, les néo-Z de l'enfer, qui sont absolument dans la zone, avec Stacey Waka qui fait des dingueries, avec Braxton Sorensen-Maggie qui fait des dingueries, avec potentiellement Kate Olsen-Baker qui revient de blessure, avec Georgia Miller qui a jamais été aussi forte à 15 alors que ça fait 6 matchs qu'elle est dans le roster, alors qu'il y a Kennedy Tukuafu sur le banc, alors que la densité en charnière elle a été renouvelée puisque vous avez 2 super demi de mêlée côté black avec Maya Joseph et Rizzy Pourilane. Nous on était là, ouais ok. Voilà, là les Néo-Z elles sont sur l'autoroute, on va revoir le même film qu'en 2022. On l'a pas dit explicitement parce que faut croire qu'on a appris à raconter 2-3 saucisses et à se prendre quelques portes de sortie. Vous avez vu sur Facebook, on a dit oui, on a le cul entre 4 chaises pour les favorites pour le titre mondial. Mais dans nos têtes, la vision c'était une fougère. C'était une fougère et une fougère qui prenait une coupe. Malgré tout ce qu'on vous a dit sur le 15 de France, le 15 d'Angleterre et le 15 du Canada, voilà, on était méga saucés parce que ce qu'elles ont fait en défense, ce qu'elles ont fait dans les plaquages, ce qu'elles ont fait dans les rucks, ce qu'elles ont fait en contre-attaque, ce qu'elles ont fait dans le jeu au pied, puisque René Holmes est revenu par rapport à, c'était une des innovations par rapport au Pacific Force Series. Donc le retour de René Holmes à l'arrière et donc Braxton Sorensen-Maggie qui glisse à l'aile, là où ses qualités de vitesse et d'appui se sont exprimées au max. Je crois qu'elle plaque 11 essais sur la compète Braxton, donc voilà, donc c'était un bon choix de la décaler à l'aile. Le fait que Portia Widman revienne au top, donc Portia Widman là, si vous avez regardé un peu TF1, vous avez entendu Marie Sampéré dire que c'était la GOAT du rugby.
voilà, parler de GOAT dans un sport qui se joue à 15 contre 15, on émet quelques réserves, mais voilà, Portia Widman, elle a un palmarès. Elle a un palmarès incroyable, elle a battu le record d'essai sous le maillot black pendant le Pacific Force Series en claquant un septuplé contre les Eagles américaines. Donc voilà, c'était... Oui, dans nos têtes, c'est les Néo-Z de l'enfer, il faut à tout prix que les Bleus les évitent, il faut... Voilà, si on veut rêver en bleu, il faut que les Bleus les retrouvent en finale et que, en espérant qu'il y ait eu 2-3 coups durs pour les Black Ferns et que les Bleus puissent prendre encore plus en confiance au moment de les défier. Donc on rentre dans le France-Afrique du Sud avec un gros stress. Bon, frère, voilà, on est rentré avec un gros stress. On était très content de la victoire 57-10 des Françaises contre les Sudaf. Mais les Sudaf avaient fait tourner. Il y avait une dizaine de joueuses qui faisaient pas partie de l'équipe A des Sudaf, parce que les Sudaf, elles avaient la qualif en poche pour le quart de finale. Et pour le quart de finale, elles voulaient faire le match le plus incroyable qui soit. Donc elles ont géré leur effectif. C'est les Sudaf. Jean-Michel Springbok, c'est un gars qui gère son effectif. Donc voilà, elles ont géré et en même temps, elles ont pas démérité contre les Bleus. Mais voilà, la conjonction des deux résultats, donc le 40-0 des Néo-Z contre les Irlandaises et le 57-10 des Bleus contre les Sudaf, nous a fait un très beau tableau. Irlande-France d'un côté, Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud de l'autre. Et le Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, la première mi-temps, la théorie des Néo-Z dans la zone, elle a pris un petit coup dans le buffet, mais nous, on était toujours enflammés. Et je pense pas qu'on ait refusé de voir, mais on s'est dit ok, les Sudaf leur ont tout mis dans la gueule en première mi-temps. Notamment, il y a eu un moment, si quelqu'un vous dit papa, Jordi, tonton, c'est quoi le rugby sud-africain, vous mettez ce match, vous avancez, vous mettez avance rapide, vous arrivez aux alentours de la 20e minute, et il y a un moment, il y a une touche pour les Sudaf dans le camp Néo-Z. Elles font un maul. Elles sont 15 dans le maul. Elles sont 15 dans le maul. Elles sont pas 9, elles sont pas 10, elles sont pas 11. C'est pas genre c'est pas les 2-3 quarts les plus puissantes qui sont venues dans le maul. C'est toute l'équipe dans le maul. C'est-à-dire que si le ballon en touche, il est cafouillé, et bah les Black Ferns avaient toute la largeur du terrain pour contre-attaquer, aller marquer un essai en marchant. Elles ont fait ça. Enfin voilà, c'est vous dire l'engagement qu'elles ont mis dans cette première mi-temps. Elles prennent le score 5-0. Mais bon, les Black Ferns, elles avaient déjà concédé l'ouverture du score contre les Japonaises, donc ça nous a pas inquiété. Elles marquent 2 essais derrière, 10-5. Et voilà, les Sudaf, sur leur générosité, sur la volonté de mettre des coups de casse sur la ligne d'avantage, parce que très clairement le jeu, ça a été un jeu très direct, du rentre dedans, la ligne d'avantage, le pack. Voilà, elles arrivent à 10-10 à la mi-temps, et derrière les Black Ferns s'emploient, règlent 2-3 trucs. Kate Baker sort un match absolument incroyable. Je crois qu'elle est même récompensée elle est même nommée MVP du match à l'issue du temps réglementaire. Vous avez Georgia Miller qui fait des trucs fantastiques. Enfin voilà, vous avez vraiment toute la puissance, toute la magie des Black Ferns qui se déchaîne en deuxième mi-temps, et ça fait un très très gros score à la fin. Je n'ai plus en tête le score, mais voilà. Et ça donne des images très sympas, dans le sens où les Black Ferns savent qu'elles ont été face à un adversaire qui leur a tout mis, qui leur a tout lancé dans la gueule. Et donc à la fin du match, vous avez les Sudaf et les Néo-Z qui dansent ensemble, qui se font des blagues et tout. Enfin, c'était vraiment voilà, c'était le premier quart de finale de la compète, et c'était juste des images magnifiques. Enfin, vraiment une des meilleures publicités qui soit pour le rugby en général. Et donc voilà, vous avez ce truc là, voilà, les premières de la poule C qui s'imposent contre les deuxièmes de la poule D. On va reprendre le fil de la phase finale, je reviendrai sur les Irlandaises après. Vous avez le deuxième match, Canada-Australie. On vous a raconté ce qui s'est passé au mois de mai entre les Canadiennes et les Australiennes, 45-7. Et là,
On a eu le match, il a duré 10 minutes entre le Canada et l'Australie. Vous avez 7 partout. Les Australiennes, les Wallaroos arrivent à marquer un très très bel essai par l'intermédiaire de Désiré Miller sur une action. Elles arrivent sur une action en première main à décaler Désiré Miller tout là-bas à l'autre bout. 7-7. Et puis là, les Canadiens ils ont dit bon, ouais, vas-y, c'est la fin de la récré. Et donc tout ce qu'on vous a dit sur la domination de la ligne d'avantage, tout ce qu'on vous a dit sur la force collective, sur la capacité à mettre leurs trois quarts dans des situations de surnombre dans le couloir des 15 mètres, ça a été mis à un niveau encore supérieur à ce qu'on a vu au printemps. Ça a été, voilà, on a vu voilà, la classe d'écart qu'il y avait entre les deux équipes et donc le score final, c'est un score dans les mêmes eaux que celui du Pacific Force Series, mais l'impression, voilà, quand on mate ce match, on se tourne vers Orlando, on fait mais là, Orlando, on est d'accord là, ce Canada-Australie, la leçon là, elle est encore plus violente qu'au Pacific Force Series. Et Orlando, il nous dit oui. Et il nous dit oui, très calmement. Et ça veut dire attention les fratés. La semaine prochaine, c'est Canada-Nouvelle-Zélande, vu que c'est les deux premiers matchs, c'est les victorieuses des deux premiers quarts de finale, donc la première demi-finale sera Canada-Nouvelle-Zélande. Attention, Georgie et Rachel, vous êtes en train de vous enflammer, machin. Je vous dis que les Canadiennes sont plus violentes qu'au printemps. Et les Canadiennes, pareil, on vous en a pas parlé, préparation de leur Coupe du Monde, elles sont allées en Irlande à Belfast le 9 août. Et elles sont allées s'imposer à Belfast. Pareil, dans un match 6 essais à 3 ou 6 essais à 4. Enfin, dans un match où elles ont pris la tête et à l'heure de jeu, il n'y a plus aucun doute sur l'issue du score. Et les Irlandaises s'envoient quand même parce que les Irlandaises, l'application de Fighting Spirit, tu connais. Et donc, ce qui nous avait permis de se dire, ok, le 15 du Canada et le 15 d'Irlande seront chauds comme la braise lors de cette Coupe du Monde, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc les Canadiennes, on voit, elles sont montées en puissance, elles sont montées d'un cran et elles ont vraiment régalé contre les Australiennes. Je crois d'ailleurs qu'elles finissent les quarts de finale en étant l'équipe la plus dominante en mêlée, l'équipe qui se fait le plus de balles, le plus de passes dans la défense. Elles ont réintégré leur capitaine emblématique, un de leurs talismans, Sophie de Goody, qui était absente sur la saison 2024, qui n'a pas figuré au Pacific Force Series de 2025 et donc qui jouait habituellement troisième ligne centre ou flanqueur côté ouvert, donc numéro 7 ou numéro 8. Et donc en fait sans elle, les Canadiennes ont grandi, notamment en troisième ligne. Et donc en fait lorsque Sophie de Goody est revenue, elles lui ont filé un poste dans la cage, elles lui ont mis le numéro 4 et voilà, tu seras seconde ligne à partir de maintenant. On vous avait dit oui, les secondes lignes Néo-Z, c'est de la frappe. Mais donc du coup, la réponse canadienne c'était oui, mais maintenant il y a Sophie de Goody dans notre seconde ligne. Et si vous n'êtes pas content, si vous n'en avez pas assez, si vous n'êtes pas fatigué, et ben en fait en fin de match, il y a Tyson Buckeboom qui va rentrer. Tyson Buckeboom, hommes et femmes confondus, enfants, seniors, vieillards, vétérans, voilà. C'est la meuf la plus capée de l'histoire du rugby canadien. Donc elle a énormément de vécu. Très intéressante balle en main, très puissante, pénible au contact, enfin voilà, super joueuse. Donc qui peut rentrer sur des fins de match pour foutre la merde dans la conquête adverse, puisque en fin de match, c'est quand tu veux renverser une situation désespérée, il faut mettre en échec la conquête adverse. Donc si jamais tu veux mettre en échec, si jamais t'es fidjienne, t'es galloise, t'es écossaise, t'es australienne, que tu veux mettre un boxon dans la conquête canadienne, mais en fait non, il y a Tyson qui arrive et tu mettras 0 boxon et tu prendras une défaite au bout. Avec 40 points, avec au moins 40 points dans la gueule. Donc c'était ça, l'histoire des Canadiennes dans la Coupe du Monde jusqu'au quart de finale, c'est ça, c'est 40 points dans la gueule de tout le monde et intestable en conquête, très fort dans le jeu courant. Un jeu où les avants sont capables de se faire des passes dans la défense, un jeu où les demi de mêlée sont capables de dynamiser et d'envoyer les trois quarts d'envoyer des surnombres pour leurs trois quarts dans le côté fermé, où les ailières rentrent un peu moins qu'avant à l'intérieur du jeu, mais des fois se retrouvent en duo sur la même aile et donc c'est pas sur une répartition gauche-droite,
Donc en gros, c'est une équipe qui peut te mettre du danger de partout à partir du moment où elle est dans ton camp. Et donc voilà, l'impression laissée par les Canadiennes, de l'aveu de tous les spécialistes, c'était la plus forte impression possible laissée par une équipe. Donc ça nous fait ça nous programme une première demi-finale à Bristol entre les Canadiennes et les Néo-Zélandaises. Ensuite on arrive, c'est le dimanche, Irlande-France. On est à Exeter je crois. Non, à Brighton. Non, je sais plus où on est. Vraiment, j'ai plus le truc en tête. Bah attends, on va faire un truc et on va pouvoir faire une dédicace. Vous voyez ça? Voilà, on l'a pété pendant la Coupe du Monde. On l'a cassé au début de la Coupe du Monde. Enfin, on l'a cassé. Les chiens font pas des chats. Mes enfants s'amusent à tourner des vidéos puisque leur père tourne des vidéos. Et donc en tournant une vidéo, ils ont pété le téléphone. Et donc sur ce téléphone, donc c'est le téléphone qui a réalisé pas mal de vidéos mythiques de la chaîne. Les saucisses de la colère, ça a été tourné avec ça. Tous les freestyles de 2023, ils ont été tournés avec ça. Hein. La vidéo où je suis avec mon ballon de basket et les lunettes de soleil et où le téléphone se casse la gueule, c'est ce téléphone-là. Voilà, il y a beaucoup de belles choses qui ont été tournées avec ce téléphone. Et donc, je vais le connecter au Wi-Fi du Wi Blanc pour vous dire où se déroulait le match Irlande-France. Donc voilà, il pleut, il y a du vent et on sait que les Irlandaises, notamment par le pied de Dana O'Brien, sont capables de se mettre dans l'avancée et de mettre un gros combat. Et donc une équipe comme ça, quand elle a vent dans le dos, tu sais que tu vas devoir, tu sais qu'il ne faut pas se tromper de match, qu'il faut bien défendre, qu'il faut être solide en conquête, faire le moins d'erreurs possible. Et ensuite attendre que le vent soit en ta faveur pour espérer gagner. Donc le match Irlande-France, on vous avait dit, le match Italie-France, on n'était pas méga serein. Le match Afrique du Sud-France, on n'était pas méga serein parce qu'on savait que le moindre dérapage, ça t'amenait contre les Néo-Z de l'enfer en quart de finale. Et désolé. Et donc, le match Irlande-France, dans ces conditions-là, on savait que ça allait pas être une partie de plaisir, on était vraiment pas du tout confiants. Donc oui, le match était bien à Exeter. Troisième match de la compétition pour les Françaises dans le stade de Sandy Park à Exeter. Et donc du coup, voilà, les Irlandaises sur une première possession et il y a une séquence défensive des Bleus où il y a deux erreurs grossières qui permettent aux Irlandaises de marquer les premières. Puis ensuite, elles profitent d'avoir le vent dans le dos, elles profitent de leur discipline, elles profitent de leur de la confiance qu'elles ont dans leur plan de jeu pour marquer un deuxième essai et une pénalité, mener 13-0. Il y a un moment, il y a même une situation où en fait il y a un ruck. Aoife Wafer va au contest et en fait elle se lève, elle monte son bras à l'arbitre en disant je me suis fait mordre ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment à vitesse réelle on n'a pas compris et même quand tu vois les images au ralenti t'as pas l'impression qu'elle a été mordue. Ou en fait c'est même pas que t'as pas l'impression qu'elle a été mordue, c'est qu'en fait je pense que ce qui s'est passé dans la tête du corps arbitral, c'est la même chose qui s'est passé dans notre tête. Mais peut-être que le corps arbitral, si le corps arbitral n'est pas d'accord avec ce que je vais dire, bah, je l'invite à nous contacter. On fera un post sur Facebook pour s'excuser et pour rectifier les choses. C'est dit, c'est pas possible qu'une meuf au sol en morde une autre en fait, parce que c'est pas l'esprit rugby. Et donc l'arbitre elle dit non mais moi j'ai rien vu, les images elles sont pas claires, voilà, continuez à jouer. Et donc là, il y a 13-0 pour les Irlandaises. Et là, elles se retrouvent sur une séquence à 30 temps de jeu, dans le camp bleu. Et les Bleus tiennent. Et les Bleus rentrent au vestiaire avec 13 points de retard sur les Irlandaises. Et donc, en se disant, sur cette séquence défensive, en fait, on s'est laissé une opportunité de revenir dans le match. Voilà, 13 points. C'est un bel écart, mais c'est pas insurmontable. Et puis derrière, les Bleus ont montré elles ont montré les limites ou les derniers paliers à franchir pour les Irlandaises. Donc là, on a revu un truc qu'on a vu lors du 6 Nations 2025.
C'est-à-dire que sur le tournoi 2025, c'était une croisée entre Pauline Bourdon-Sansus et Gabriel Vernier qui avait débloqué les choses, qui avait permis aux Bleus de marquer un essai. Là, ça a été un retour intérieur vers Charlotte Escudero qui permet, en fait, il y a toute la défense irlandaise qui glisse et en fait, la passeuse française, je crois que c'est Pauline Bourdon-Sansus une fois de plus, mais c'est un peu flou. Puis là, vous voyez, on est au Picombière, la Coupe du Monde est finie, là, on peut enfin péter un coup. Vous voyez, là, il y a Jean-Michel Muscadet qui m'attend après. Et donc, voilà, là, ça a été un retour intérieur qui débloque les choses. C'est-à-dire que sur deux offensives, deux occasions sérieuses dans le camp irlandais, les Bleus réussissent à marquer, là où il a fallu beaucoup de séquences pour les Irlandaises, beaucoup plus de séquences pour les Irlandaises. Et donc là, on sent que le momentum du match, comme on dit, il est en train de changer. Les Bleus obtiennent une pénalité. Au lieu d'aller en touche, elles décident de la taper. 13-8, t'as plus que 5 points de retard. Et puis après, il y a un des plus beaux moments de la compétition quand t'es supporter des Bleus. C'est l'essai de Johanna Grisé à la 67e où, pareil, les Irlandaises essayent de remarquer des points, de réinvestir le camp bleu, que les choses se passent pas dans leur camp. Voilà. Mais il y a une contre-attaque française qui est conclue par une course salvatrice de Johanna Grisé. Morgane Bourgeois transforme, 15-13. Puis ensuite, c'est acharné. Les Irlandaises se battent jusqu'au bout. Les Bleus obtiennent une nouvelle pénalité. Elles la passent 18-13, donc ce qui force les Irlandaises. Voilà, quand t'as que 2 points d'avance, marquer une pénalité, ça te permet d'être à l'abri d'un drop ou d'une pénalité adverse, sachant que en face t'as une buteuse qui est très sérieuse. C'est toujours bon à prendre. Et donc elles tiennent la ligne une dernière fois, elles gagnent 18-13 et voilà. Sur TF1, ils étaient complètement jouasses. Voilà, c'était marrant de suivre les matchs des Bleus d'ailleurs sur TF1 dans le sens où comment dire. Voilà, bon, t'avais Marie Sampéré en tant que consultante qui, voilà, c'est une des elle a joué pour le 15 de France et voilà, son expertise sur le rugby, son vécu, il est incontestable. Et à côté, t'avais Stéphane Etcheverry. Alors au fur de la compétition, il s'est un peu, on va dire, professionnalisé. Il s'est mis au niveau de France 2, on va dire. Mais lui, voilà, très clairement, il commentait les matchs comme un supporter. Et donc lui, il a transmis ce côté-là, supporter, la joie, le chauvinisme et tout. Et donc lui, il était méga joasse. Tout au long du match, il a été de plus en plus joasse et tout. Donc c'était vraiment kiffant. Hein, voilà, Stéphane Etcheverry, force à toi. Je veux absolument pas être méchant quand je dis ce que je viens de dire. Et donc voilà, donc les Bleus sur la fondation que leur défense leur a, enfin sur le fait que la défense les a maintenus dans le match et les a maintenus à un écart pas trop exaspérant à la mi-temps, arrive à s'en sortir contre les Irlandaises. Bon après il y aura une commission la note sera lourde, hein. Il y aura une commission de discipline et donc sur le ruck où Ifa Wefer dit que je me suis fait mordre, Axel Berthoumieux prendra une suspension. Il y a Mané Feleou qui est out ensuite pour la fin de la compète sur blessure. Donc Mané Feleou, co-capitaine, une des joueuses qui joue le plus dans la défense, deuxième ligne, qui est capable de faire des passes après contact. Donc elle se fait plaquer mais elle arrive à garder le ballon et à le transmettre. Enfin pas à garder le ballon mais elle arrive à transmettre le ballon alors qu'elle se fait plaquer. Ce qui est pas donné. Ce qui est pas donné à tout le monde Enfin si, c'est donné à tout le monde, mais ce que je veux dire c'est que arriver à le faire contre des défenses féroces, c'est juste la classe quoi. Donc voilà, il y a quand même il y a une super combattante de la troisième ligne et une joueuse, une deuxième ligne à la technique incroyable que t'as en moins. Johanna Grisé, pareil, loupera la demi-finale parce qu'elle prend un coup en fin de match. Donc voilà, le tribut payé par les Bleus pour cette victoire conquise de haute lutte est assez lourd. Et la semaine d'après à Bristol, pour la demi-finale, tu vas te retrouver contre le vainqueur d'Angleterre-Écosse. Angleterre-Écosse, sur les 10 dernières années, le score moyen c'est 53-4. Donc en gros, voilà,
l'issue logique du match, c'est que tu retrouves l'Angleterre en demi-finale. Et comme on a dit qu'on ferait court sur cette vidéo, que ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on est là, je vous dis le score, 40-8. Les Écossaises, elles font pas un match dégueu. Vraiment, je pense que c'est une de leurs meilleures prestations depuis qu'on les suit, donc depuis le tournoi. Rachel, faut que tu m'aides. Elles ont joué contre les Anglaises en 2021 ? Ouais. Ah oui. Ah oui. Depuis qu'on les suit, donc il y avait eu un Angleterre-Écosse à Doncaster, dans un stade. Le stade, il est à côté d'un château. Il y avait 300 personnes dans le stade, enfin peut-être un peu plus, mais voilà. Ouais. Donc depuis 2021 qu'on les suit, donc elles ont joué contre les Red Roses en tournoi 2021, tournoi 2022, tournoi 2022. Le match il est en Écosse, le score il est crado. C'est l'ouverture du tournoi. Non, c'est pas l'ouverture du tournoi. Non, c'est pas l'ouverture du tournoi. Je sais plus quand est-ce qu'il intervient dans le tournoi 2022 ce match-là, mais voilà, c'est une démonstration anglaise. Tournoi 2023, c'est un des premiers matchs. Je crois que c'est le premier match. Ouais, tournoi 2023, c'est le premier match et il y a 50 points d'écart. Tournoi 2024, on en a parlé, on n'était pas content, mais il y avait des circonstances atténuantes pour les Écossaises, mais elles se font balayer. Pareil, il y a plus de 50 points à la fin. Avec les points forts qu'on avait repérés chez les Écossaises qui n'arrivent pas à s'exprimer contre les Anglaises. Et le tournoi 2025, pareil, une victoire à 40 ou 50 points, mais là, ce 40-8, c'est la meilleure prestation qu'on a vue de la part des Écossaises contre les Anglaises. C'est là où on a vu aussi que le projet écossais, la stabilité apportée par le maintien de Brian Easson pendant toute cette durée, ça faisait 5 ans et demi qu'il est coach de cette équipe. Et donc c'est là que tu vois que le projet écossais, que ce soit au niveau collectif ou individuel, il était fantastique. Helen Nelson arrive à marquer un essai, enfin voilà, vraiment la prestation écossaise elle est plus qu'honorable, mais le score et l'écart, on va dire qu'il reflète l'avance qui a été prise par la RFU, donc la fédération anglaise, par rapport à toutes les autres fédérations. Et en vous disant ça, sans vouloir rentrer dans les détails, il y avait un bif entre les joueuses écossaises et leur fédé. Voilà, ça reflète cette différence d'investissement et cet écart structurel, mais voilà, on n'a pas que du bien à dire de la fédération anglaise, et on ne s'étendra pas là-dessus dans cette vidéo, et on n'a pas que du mal à dire de la fédération écossaise de notre point de vue, donc on ne s'étendra pas non plus là-dessus sur la vidéo, mais voilà, l'issue, elle est logique, mais voilà, les Red Roses, elles ont dû aller se la chercher en étant sérieuses. En plus, avec tout le petit côté, on s'est entre guillemets fait peur contre les Wallaroos. Oui, parce que on a loupé un maul, on a concédé un 50-22, on a pris un essai en contre. Voilà, pendant 10 minutes, on a été mis en échec par les Wallaroos. Oh là là, attention. On parle d'un match qui est gagné 47-7 par les Red Roses, hein. Donc voilà, genre si tu te fais peur si tu te fais passer des frissons après avoir gagné 47-7, il y a deux options. C'est soit tu veux vraiment mettre en avant le frisson pour, lorsqu'il y a victoire, dire regardez c'est exceptionnel, tout le monde nous a mis dans le mal et on triomphe. Soit t'as pas la foi dans ton projet. Je pense que c'est la première option qui gagne. Enfin, c'est la première option qui prévaut dans le cas des commentaires qui ont suivi les prestations des Red Roses. Mais voilà, donc ça programme une demi-finale France-Angleterre à Bristol. Nous, on est là, vous avez vu, on n'a fait aucun compte rendu de match. On est allé voir aucune info, que ce soit sur le site de la BBC, toute la semaine, en fait, toute la phase finale, en fait, on l'a fait juste entre nous. Georgie, Orlando, Rachel, pas d'alcool, pas de cannabis, pas de clope, rien. Pas de midi olympique,
pas de, on est rien allé chercher comme info puisque on s'est contenté de, on s'est assis sur notre base de travail. Voilà, il faut savoir que bon bah voilà, ça fait 4 ans qu'on suit le bail à fond, donc notre base de travail elle est mastoc. Sur la forme, on est nul à chier, on n'a pas de honte à vous le dire, mais sur le fond, on est costaud. Et donc on s'est dit voilà, cette phase finale, voilà, on regarde même pas les compositions des équipes le jeudi, juste. On avait une petite fiche avec les horaires des matchs et on se connectait sur TF1 ou sur France TV 10 minutes avant le coup d'envoi et voilà, et on prenait les matchs dans la gueule. C'était ça notre texte sur cette phase finale. Et donc première demi-finale, et là c'est Black Ferns Canada. On est le vendredi 19 septembre, il est 21h et les Canadiennes enfoncent les Black Ferns. Une démonstration, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous a dit sur la violence, la puissance, la domination canadienne se réalise. L'apport de Sophie de Goody, il est incroyable. Je crois qu'elle est nommée MVP du match. Et si elle n'est pas nommée MVP du match, c'est une honte. De toute façon, elle sera nommée Sophie de Goody, je vous le spoil. Elle sera nommée joueuse de la compète à la fin. Donc voilà. Les Canadiennes, fortes de la confiance acquise par leur succès sur les Black Ferns en 2024 et le match nul de Christchurch au mois de mai, dont on vous a longuement parlé. Voilà, elles ont ouvert la glacière, elles ont mis les Black Ferns dedans, elles ont refermé la glacière, elles se sont assises dessus. Et même s'il y a eu des sursauts d'orgueil, même s'il y a eu des petits éclairs de magie de la part des Black Ferns, voilà, l'écart entre les deux équipes, il était phénoménal. Ça finit à 34-19, Rachel. Je prends un bonus Jean-Michel Samsung. J'ai même plus le score parce que, en fait, comme on vous a dit, Rachel et moi, on s'était enflammés sur les Black Ferns. On était persuadés qu'elles allaient nous refaire le coup de 2022, dans le sens où après 2 années qui sont moyennes, quand on se met du point de vue d'une équipe qui est double championne du monde, d'accord, c'est pas des années moyennes qu'elles ont fait, mais elles ont perdu pas mal de matchs. On se dit ok, c'est l'année de Coupe du Monde, elles font rentrer les sétistes, elles font rentrer Stacey Waka. Voilà, Stacey Waka. Il y a des nouvelles joueuses qui arrivent, on vous a dit, Keiper Olsen-Baker, Georgia Miller qui a été incroyable tout au long de la compétition et qui leur a manqué lors de cette demi-finale. Braxton Sorensen-McGee, tu vois, qui surgit de nulle part. Sylvia Brunt au centre, on vous en a pas encore parlé de la vidéo. Sylvia Brunt, en fait, elle s'était pas entraînée de la semaine avant le match contre les Canadiennes et elle fait un match moyen. Malheureusement, elle fait une performance moyenne contre les Canadiennes. Donc tous les petits trucs qui nous faisaient croire que les Black Ferns pouvaient renverser la table une fois de plus, en fait, on a dû s'asseoir dessus. Et donc ça fait 34-19 pour les Canadiennes. Et donc même si les Black Ferns, elles sont sur un mode où en deuxième mi-temps, elles reviennent, elles attaquent, elles mettent tout ce qu'elles ont. Elles sont menées 24-7 à la mi-temps. Elles arrivent à marquer 3 essais. Attends, j'ai la feuille de match juste là. Je sais pas si on voit bien. Non, on voit pas bien du tout. Mais en gros, voilà, il y a 31, elles sont même menées 31-7 à un moment. Et elles lâchent tout. Parce que c'est l'orgueil des OZ, parce que c'est les Black Ferns, parce qu'elles sont persuadées d'être les numéro 1 au monde. Même s'il y a un classement mondial qui dit le contraire, même s'il y a la série de victoires dont on vous parle des Red Roses. Mais c'est les Black Ferns, bordel. Et non. Elles reviennent à 19-31. Et donc, gros respect de la part des Canadiennes. Elles ont une pénalité à un moment dans le camp néo-Z. Elles décident de prendre les points, de se mettre à mener 34-19, donc 15 points d'écart, pour se mettre à plus de 2 essais transformés d'avance sur les Black Ferns. C'est-à-dire que c'est un truc où elles marquent la pénalité et c'est bonjour, il vous reste 12 minutes pour marquer 3 fois contre nous, alors qu'on vous matraque sur la ligne d'avantage, alors que Tyson est rentré sur le terrain pour vous empêcher de bouleverser notre conquête, que Sophie de Goody, elle fait
Enfin voilà, elle est revenue des blessures. Alors je dirais pas revenue d'entre les morts parce que c'est Sophie de Goudi. Nous n'avons jamais douté de son talent, de son implication, du fait qu'elle allait revenir au max. Tu vois, il y a beaucoup de joueurs et de joueuses, quand ils tapent une grosse blessure, il y a beaucoup de gens qui se mettent à douter, qui disent machin. Non. Il y a des gens comme Sophie de Goudi, ils sont pas faits du même bois que nous. C'est. Voilà, c'est des athlètes, c'est des forces de la nature. Voilà, et les Canadiennes, elles l'avaient dit très clairement. Tu vois, il y a beaucoup d'équipes qui disent voilà, les Anglaises, elles nous ont cassé la tête. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles même si on savait qu'elles étaient favorites pour gagner, même si on pressentait qu'elles allaient gagner, que c'était la bonne année pour elles, il y avait un côté genre, toi elle se pointe, oui, notre objectif c'est de construire 2 équipes pour aller gagner 13 matchs cette année. Oui, on va essayer de se donner l'opportunité d'être la meilleure version de nous-mêmes dans le mois de septembre 2025. Elle nous cassait les oreilles. Les Canadiennes, c'était simple. Bonjour, on est les Canadiennes. Oui, alors notre objectif cette année, c'est de gagner la Coupe du Monde. Et après, elles posent le micro, elles vont s'entraîner. Qu'est-ce que tu veux qu'elles te disent de plus ? Elles ont dit la vérité. Elles ont... Point, il n'y a pas de saucisse, c'est droit au but, c'est direct, c'est clair. Et donc voilà, quand tu sais que tu as ce truc-là, que le rugby, culturellement, le rugby féminin, culturellement, c'est un truc qui est ancré au Canada, qu'elles ont un vécu, qu'elles sont déjà allées en finale de Coupe du Monde dans leur histoire, c'est en 2014 au Stade Jean-Bouin à Paris, que qu'elles ont réussi ce qu'elles ont réussi. Donc voilà, elles ont réussi à tenir la dragée haute aux Anglaises au WXV de 2024. Elles ont tapé les Black Ferns et arraché un match nul chez elles. Elles sont passées d'une petite finale perdue 36-0 en 2022 contre les Bleus à bonjour, vous êtes les Bleus. Bah en fait, oui, vous êtes les Bleus, mais on va vous en passer 40. Donc c'était lors des éditions du WXV 2023 à 2024, sur des matchs où elles ont pris la mesure des Bleus. Donc, ce truc-là était plus fort que la capacité des Néo-Z à se mobiliser en Coupe du Monde, à rappeler les meilleures joueuses du set, à mettre leurs meilleures joueuses dans les meilleures conditions possibles. Portia Widman, elle a pas joué tout le cycle 2022-2025. Portia Widman, René Holmes, elles n'ont pas joué à 100%. Elles reviennent. Et ben voilà, là, ce projet qui est porté depuis longtemps, le fait qu'il y ait certaines joueuses qui soient restées dans le championnat canadien avec leur boulot à côté, le fait qu'il y ait des joueuses qui soient dans le Super Rugby Néo-Z, le fait qu'il y ait je crois qu'il y a 8 des titulaires de la demi-finale qui sont dans le championnat anglais, tout ce truc-là, mis ensemble, ce projet collectif, cette aventure humaine très longue, avec toutes ces évolutions, avec le fait de t'es blessé, on te réintègre, on va changer nos plans parce qu'entre temps il y a des meufs qui ont popé, tu vois. Enfin vraiment, la densité en troisième ligne du 15 du Canada, elle est juste incroyable. Madame Crossley, Laetitia Royer, Karen Paquin, Fabiola Forteza qui est triple championne de France avec Bordeaux, même au poste de demi-mêlée, on vous parlait des Blacks, on vous parlait des Black Ferns, au poste de demi-mêlée, elles ont Olivia Apps, médaillée d'argent à Paris en Seven, et Justine Pelletier qui est aussi triple championne de France avec les Lions de Bordeaux. Enfin voilà, c'était juste trop fort. Et Justine Pelletier aussi sur ce match-là, là. Oh la régalée là, au départ des rucks, si t'étais pas attentive, tu prenais, elle te faisait des petits coups en douce. Enfin voilà, vraiment, les Canadiennes, elles nous ont calmés. Voilà, nous on était enflammés, on était là, wow, c'est les Black Ferns, elles sont dans la zone, bam bam bam. Voilà, faut savoir aussi que, voilà, pareil, on l'a maté avec les enfants ce match-là, donc tous les enfants, c'est-à-dire que Rachel elle a un bébé d'1 an, Orlando il a un bébé de quelques semaines, moi mes enfants ils sont un peu plus vieux, voilà. On leur a dit les gars, il y a Stacy Waka, il y a Sylva Brunt, enfin voilà, c'est les Black Ferns. Puis il y avait le truc en avant-match, mes enfants ils l'ont entendu. Genre oui les Black Ferns, elles ont jamais perdu à ce stade-là de la compétition, machin et tout. Balayé. Et donc voilà, notre enflammade, on était en feu, on s'est pris un seau d'acide sur la gueule. On leur en veut pas aux Canadiennes, on est très content pour elles. C'est sur les 4 équipes favorites de la Coupe du Monde, c'est celles qui sont le plus proches
l'amateurisme avec beaucoup de guillemets, puisqu'il y en a quelques-unes, il y en a beaucoup qui sont professionnels dans la ligue la plus professionnelle du monde, enfin qui sont professionnelles et performantes dans la ligue la plus avancée, du rugby féminin. Mais voilà, c'était énorme performance. Et à la fin, t'as Alex Tessier qui est là, Sophie de Goudy, enfin tout le monde qui est là, qui fait ok, ouais, on célèbre ce soir. Ouais, elles se sont mises au centre du terrain, elles ont fait un cercle, elles ont fait super. Mais on avait dit que c'était quoi l'objectif? C'était de taper les Black Ferns en demi-finale. Non, 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 non. On avait dit que l'objectif c'était gagner la Coupe du Monde. Il nous reste encore du taf et on va s'y mettre. Et donc quand elles te disent ça, ça veut dire le statut d'outsider, on s'en balèque. C'est ça que ça voulait dire. Place à la deuxième demi-finale. Les Bleus contre les Red Roses. Voilà, ce match nous a fait mal à la tête et mal au cœur. J'ai pas envie de le revoir tout de suite. Comme souvent avec les défaites des Bleus contre les Red Roses, c'est simple, j'en ai revu qu'un seul. C'est celui de 2023 pour pouvoir faire une vidéo de qualité parce qu'il m'avait été spoilé par France Inter dans la voiture. Et donc je l'avais revu 2 fois. Mais voilà, les Bleus ont fait le match qu'il fallait. Elles ont proposé le rugby qu'il fallait. Il fallait de la négation dans les rucks, de la discipline, essayer de récupérer des pénalités, de gratter des ballons et ensuite essayer de piquer en contre. C'était pas un truc de... Fallait pas se lancer dans un jeu tout feu tout flamme comme en 2024. Je pense que les Bleus ont vraiment pris la mesure de la compète, ont vraiment pris la mesure de l'adversité grâce à leurs 2 dernières performances dans le 6 Nations et ce qu'elles ont fait au WXV 2023-2024, même si les résultats étaient frustrants puisque tu finis chacune des 2 compètes avec 2 défaites. Oui voilà, sur le WXV, le 2023 et 2024, le bilan des Bleus c'est 2 victoires, 4 défaites. Mais elles ont pris la compète par le bon bout. Et voilà, elles font un super match, mais en face, t'as une équipe qui est capable de te faire des balls qui avancent de 20 mètres. Donc il y a un moment, il y a un essai encaissé sur un ball de 20 mètres. Elles ont une joueuse qui s'appelle Ellie Kilden. Elle a été mise à l'écart du quart de finale parce que alors pour blessure ou pour commotion. Donc elle avait regardé le quart de finale depuis les tribunes. Et donc elle s'est pointée. Et, la phase finale a décidé que c'était la sienne. Et à un moment, elle prend un ballon et elle met je sais pas combien de choses dans le vent. Elle plante un essai. Enfin voilà, les Red Roses, elles étaient capables. Elles étaient capables déjà offensivement de mettre ça au bleu, de mettre ce genre d'essai. Et puis sur les séquences où elles ont été acculées dans leur camp, elles ont été capables de défendre superbement. Il y a des plaquages de Zoe Alcroft, des plaquages de Meg Jones, des grattages d'Anna Botterman, donc leur pilière gauche, qui mettent en échec les Bleus et qui forcent les Bleus à remettre un temps de jeu de plus systématiquement. Et donc voilà, à l'usure, elle gagne. Et c'est un crève-cœur parce que les Bleus, elles ont été immenses. Sur cette demi-finale, les Bleus, elles ont été immenses. Elles ont produit une de leurs meilleures prestas contre les Red Roses. Je dis une de leurs meilleures prestas et pas leur meilleure presta parce qu'il y a le match amical qui a été interrompu par la coupure de courant en mai 2021. Ou s'il n'y a pas la coupure de courant et si le ballon est attrapé en touche là, s'il y a un ballon qui est capté en touche après s'il n'y avait pas eu la coupure de courant, il y avait une touche anglaise et si les Bleus avaient contré ce ballon, moi je pense qu'on était parti pour un moment légendaire et pour une victoire. Il y a le match de poule en 2022 où les Bleus reviennent à un... Elles perdent 13-7, mais elles auraient pu battre ces Red Roses qui étaient méga favorites et qui étaient encore assises sur une série de victoires. À ce moment-là, la série de victoires, elle devait être à 25 ou à 26 matchs. 26 matchs, si je dis pas de bêtises. Le 27e c'était contre les Bleus, le 28e contre les Sudaf, le 29e contre les Australiennes, le 30e en demi-finale contre les Canadiens. Ouais voilà, sur une série de 26 matchs. Je pense que là, les Bleus ce jour-là, elles auraient peut-être pu. Mais ça s'est pas produit, malheureusement. Mais voilà, là sur le match de Bristol, sur une Coupe du Monde, où les Red Roses, elles sont à domicile, où les Red Roses sont venus chez toi à Mont-de-Marsan te mettre 40 points, où tout le monde les attend, où elles répondent présent, toi tu leur mets ça dans la gueule.
il y a de quoi être fier d'être supporter, même si voilà, les Bleus sont des sportifs de haut niveau. Je vais raconter une anecdote. On va revenir en 2024, la finale du tournoi de destination à Bordeaux. Donc on fait le tour du stade à la fin du match pour aller saluer les joueuses. Il y avait les Françaises et les Anglaises dans la tribune présidentielle. Je sais pas si c'est une tribune présidentielle, mais bon, dans la tribune où il y avait tous les médias et tout qui étaient là. Et donc il y a Chloé Jacquet, qui est une joueuse qu'on aime beaucoup, rugby à 7, elle joue 3/4 centre ou arrière quand elle joue à 15. Et voilà. Moi je voulais vraiment la saluer et dire des trucs positifs et tout. Et en fait, c'était très bizarre parce que après le match, elle avait vraiment une tête, une mini défaite quoi. Genre, mais j'en ai rien. Enfin, limite, tu sais, c'est ce truc-là quand tu fais du sport et que tu viens de passer à côté d'un objectif, que même si ce que t'as mis c'est beau, parce que ce qu'elles ont mis ce jour-là contre les Red Roses c'était beau. T'es déçu, t'es frustré, t'es en colère, t'as pas envie qu'on te dise que t'as fait un bon match. Et donc nous on a voulu dire que on n'a pas pu parce qu'on a vu on a vu la tronche de Chloé, on a fait ouais bon bah force, on vous aimera toujours quoi qu'il arrive, tu peux rien dire d'autre. Ou alors si tu veux dire autre chose, faut attendre 4, 5, 6 heures, mais bon, on fait pas partie de l'entourage et de la famille des Bleus, donc on n'allait pas se pointer à 23h leur dire ça. Ou alors ça aurait été très 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 bizarre, ça aurait fini au poste ce jour-là. Bref, donc voilà, on imagine la déception des joueuses, elle est immense, mais tu sais que les Red Roses, elles sont allées chercher un truc de championne. Et donc ça programme le dernier week-end de la compète. Twickenham, samedi 27 septembre. Finale malheureusement pour la 3ème place entre les Black Ferns et les Bleus. Les Black Ferns gagnent 42-26. Énorme. S'il y a un regret à avoir sur ce match, s'il y a 3 minutes dans la première mi-temps, où à un moment les Bleus arrivent à retrouver de l'avancée au pied. Il y a Renée Holmes qui capte le ballon dans son camp. Elle est toute seule. Il y a 2 Bleus qui lui tombent dessus. Elle est coffrée. Elle garde le ballon pendant de très très longues secondes. Donc en général, quand t'es coffré, tu gardes le ballon de très très longues secondes, qu'il y a une plaqueuse, une gratteuse sur toi. L'arbitre, elle est censée lever le bras et indiquer pénalité pour ton adversaire. Ça, c'est pas passé. Il y a 2-3 Black Ferns qui arrivent à se mettre au cul de Renée Holmes, à sortir le ballon, machin. Et genre, sur le temps de jeu suivant, il y a un mini plaquage haut, tu vois, il y a un plaquage qui arrive là. Et l'arbitre siffle une pénalité en faveur des Black Ferns. Elle gagne 60 mètres. Elle marque un essai la minute suivante. Sur le coup d'envoi, elle récupère le ballon. Elle remarque un essai. Voilà. 14 points dans la gueule en 3 minutes chrono. Alors que les Bleus, elles étaient très très bien rentrées dans le match. Derrière, c'est une petite finale, c'est la fin de la compète, tout le monde est fatigué, t'es mâché, t'as perdu une demi-finale, enfin voilà. Le rugby, on vous l'a toujours dit, c'est se qualifier pour une phase finale et se peler le cul pour la gagner. Donc un match pour la 3ème place, c'est toujours un peu awkward dans ce genre de situation, de contexte. Donc il y a des espaces qui s'ouvrent en deuxième mi-temps. Braxton Sorensen-Margui en profite pour marquer un doublé magnifique. Les 2 actions qui mènent aux essais de Braxton Sorensen-Margui sont magnifiques, mais ça fait 39-7. Il n'y a jamais 30 points entre les Bleus et les Black Ferns. Et donc les Bleus, elles ont fait un truc, c'est l'orgueil. 3 essais, la vista, l'orgueil. Et le match il finit 42-26. Les Black Ferns arrivent à avoir une dernière pénalité. Et les Black Ferns elles respectent le jeu. Elles sont mâchées, elles savent que c'est pas n'importe qui en face, elles prennent les 3 points et le stade les siffle. Alors je sais pas pourquoi le stade les siffle, parce que le stade il s'est régalé, il en a eu pour son argent. Et donc voilà, le stade les siffle parce qu'elle décide de prendre 3 points en fin de match plutôt que de remettre une touche et un truc et un machin. Parce que pourquoi pas. Mais voilà, donc le match il finit comme ça et puis là vous avez la finale. Et la finale on est plein d'espoir pour les Canadiennes. On vous a dit qu'on sait que les Canadiennes, elles s'en fichent du statut d'outsider. Et il y a un truc au rugby, plus que dans tout autre sport. Le rugby, c'est un sport où le favori prend pas toujours la coupe à la fin. D'accord ? Si on fait une analogie avec le rugby masculin, si le favori prenait tout le temps la coupe à la fin, mais les Springboks, ils auraient combien de coupes du monde au compteur ? Je donnerai pas la réponse ici. Et encore.
Voilà, Castro aurait jamais été champion de France, le Stade français aurait pas gagné certains titres qu'il a gagnés. Le Leinster, en fait, ça ferait depuis 5 ans, il serait sur une série de 150 victoires en 150 matchs. Et c'est pas le cas du Leinster, parce que le Leinster, c'est des vendeurs de saucisses. Oui, j'ai pas honte de le dire. Oui, Georgie dit les termes. Georgie, au picombière, dit les termes. C'est ridicule. Mais bon, voilà. Au rugby, c'est pas toujours le favori qui prend la coupe. Et les Canadiennes font quelque chose de très beau. Elles arrivent sur ce match-là contre les Red Roses, sur 2 actions en première main, à décaler leurs ailières. Et donc, Aïssa Hogan-Rochester marque 2 essais, c'est magnifique. Mais en face, voilà, les Red Roses avaient juste refusé de les laisser jouer sur leur force. Elles se sont pas fait avoir au bord des rucks. Elles se sont pas fait avoir sur les passes dans la défense. Elles se sont pas fait avoir dans l'occupation au pied. Ou alors elles avaient toujours un plan pour ressortir de leur camp proprement. En mêlée, elles ont été dominatrices. Elles ont réussi à marquer sur plusieurs mauls. Enfin, elles ont annihilé toutes les forces canadiennes, les unes après les autres. C'était vraiment un match d'élimination. Et il y a un moment, on est obligé de le dire, un essai légendaire d'Ellie Kildon, pareil. Cécile Colby, il a fait la même chose en 2019 contre 3 défenseurs, tout le monde a parlé de légende, pourquoi on n'en parlerait pas pour les meufs? Ellie Kildon, elle a fait la même chose, elle reçoit un ballon arrêté, cadrage, reprise d'appui, cassage de rein, elle résiste à 5 défenseurs, elle plante un essai. Les Anglaises prennent le score à ce moment-là, donc 14-5. Et puis derrière, elles ne le lâcheront plus. Et vraiment, on a eu le sentiment tout au long de la suite du match que les Canadiennes auraient pu rester 1 heure de plus dans le stade à partir du moment où il y avait eu le deuxième essai inscrit leur deuxième essai inscrit, là, qu'elles étaient revenues à 13 points, qu'elles avaient 13 points au tableau d'affichage, qu'elles ne marqueraient plus aucun point de l'après-midi. Vraiment, elles ont tenté du large d'âge, elles ont tenté de partir au bord des rugs. Justine Pelletier a tenté d'infléchir certaines courses. Ensuite, Olivia Abs a tenté de dynamiser, mais non, les Anglaises, elles en avaient rien à foutre, elles étaient juste au-dessus. Elles étaient sur leur planète et elles ont fait leur meilleur match de la compète en finale à Twickenham, chez elles, et elles s'adjugent la coupe sur une démonstration, vraiment leur meilleur match de la compète. Alors bien sûr, on pourra dire que voilà, le match d'ouverture à Sunderland, dans le stade plein, c'était leur meilleure prestation de la compète jusqu'à présent. Mais là, elles sont allées un cran au-dessus face à une équipe qui avait laissé la plus forte impression jusqu'au quart de finale, puisqu'après le dernier carré, c'était une autre compétition entre les 4 meilleures équipes du monde. Mais voilà, les Anglaises, elles se sont pas trompées de match, elles ont joué ce qu'il y avait devant elles. Et donc voilà, elles prennent la coupe au bout. Et voilà, nous on s'est tué, on a applaudi devant notre écran. Vraiment, ce que les Red Roses ont fait, ça marque vraiment un tournant. C'est peut-être pas le bon terme, mais ça pose un marqueur. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, voilà, les finales de Coupe du Monde, là, en tout cas les 2 dernières, c'était des orgies de jeu, des festivals offensifs, des matchs qui finissent à 11 ou 12 essais marqués de la part des 2 équipes. Là, ça n'a pas été le cas, là c'était 33-13, donc 5 essais à 2, avec une pénalité en plus de la part inscrite par les Canadiennes. Mais voilà, sur l'aspect c'est notre match, c'est pas le vôtre. Voilà, elles ont vraiment surclassé les Canadiennes et elles les ont étouffées, elles les ont eu à l'usure au fur et à mesure. C'était un match par élimination, une espèce de démolition, mais une démolition tranquille, tu vois. C'était vraiment enfin voilà, les Red Roses pour le coup elles nous ont impressionné, titre largement mérité, et ce serait petit de notre part de rappeler les écarts structurels de machin. Donc on ferme notre gueule et bravo les Red Roses. Voilà, bravo pour ce titre, c'est le fruit de longues années de travail. C'est une année où les Red Roses, là on va vous présenter les aspects négatifs, enfin les aspects négatifs, là qui nous faisaient penser que les Red Roses
avait une probabilité de ne pas l'emporter au bout, parce qu'il y a toujours la glorieuse incertitude du sport, n'est-ce pas? Le fait qu'elles ont fini leur championnat au mois de mars, voilà, le Super Rugby, l'élite féminine en France et d'autres compètes et le Pacific Force Series ont eu lieu au mois de mai. Donc elles ont terminé avec 2 mois d'avance. C'est-à-dire que leurs joueuses, de la mi-mars jusqu'au 27 septembre, donc sur 6 mois, il n'y avait que la Coupe du Monde dans leur tête. On est à la maison, c'est la Coupe du Monde où il y aura le plus de gens qui vont la revoir. C'est le moment où voilà, le fruit de longues années de travail de la part des diffuseurs, des sportives, j'allais dire des youtubeurs, mais non, de TikTok qui sponsorise l'oscillation, des influenceurs, ben oui, puisque on va rendre hommage on n'en a jamais parlé ici, mais il y a une star dans le rugby, elle s'appelle Ilona Meyer, et donc qui a participé à la popularité du sport. Alors déjà en Angleterre, parce qu'elle a signé au Bristol. Donc oui, Ilona Meyer, donc 3/4 centre états-unienne, médaillée de bronze à 7 à Paris en 2024, et qui est la sportive qui a le plus de followers, la joueuse de rugby, hommes et femmes confondus, qui a le plus de suiveurs sur Instagram, TikTok, plein de contenus rigolos, fun, et voilà, qui crée de l'engagement autour de la discipline, et voilà. Et donc quand elle a signé à Bristol, en fait, à chaque fois qu'elle jouait, bah, les stades étaient pleins. Et les petits garçons, les petites filles, même les vieux garçons, les petits vieux, les petites vieilles, et les gens qui suivent le rugby, quoi qu'il arrive. Donc les gens comme nous étaient contents, étaient au stade et tout. Donc voilà, poussé par cet élan. Donc sur un événement de cette ampleur où tu te mets la pression de tout mettre de te mettre dans une bulle pendant 6 mois, ça avait ses avantages et ses inconvénients. C'était un truc à double tranchant. Bah voilà, elles étaient du côté du pont tranchant de l'épée. Et voilà, elles ont démoli tranquillement, méthodiquement, les Canadiennes, malgré toutes les forces canadiennes qu'il y avait. Elles ont mis fin au rêve canadien. Et c'était un grand moment de l'histoire du rugby. Et voilà, et c'est l'enseignement de cette Coupe du Monde. On vous a dit ce qu'on pensait des Bleus, de prendre la compétition par le bon bout. On a cru dans notre... alors c'est pas de la naïveté, mais c'est dans notre élan. Nous on est des grands... On a été absolument frappés, marqués par la performance des Black Ferns lors de la Coupe du Monde 2022. C'est-à-dire que la finale qu'elles font contre les Red Roses, la demi-finale qu'elles font contre les Bleus, où elles se font casser la gueule en fin de première mi-temps, elles rentrent sur le terrain avec le sourire et elles explosent les Bleus au cardio, et elles tiennent à la fin, et ça passe à un point, puisqu'elles font en finale. Ça nous avait vraiment marqué. On pensait qu'elles étaient capables de refaire le coup, surtout qu'entre-temps, voilà, pareil, elles ont réintégré leurs settistes, elles ont des joueuses qui ont un vécu incroyable à 15, elles sont capables de sortir des joueuses comme Sylvia Brunt, comme Maya Ross, comme Alana Bremner, Villico, j'ai pas le prénom en tête, je suis désolé, Madame Villico, leur pilière gauche, qui a asséné des plaquages de mammouth tout au long de la compète. Kaipo Olsen-Becker, elle a même pas 20 ans cette meuf, elle fait des trucs incroyables avec le ballon. Braxton Sorensen-McGee, 19 ans, elle fait des trucs comme ça, enfin voilà. Et bah non, le rugby féminin, il a atteint ce stade de son histoire où en fait, la mobilisation générale, peut-être que ça suffit plus face aux projets de très longue durée, des projets au long cours. Et on l'a vu, hein, les Écossaises, projets au long cours, l'histoire des Galloises, rien à foutre, 38-8, Canadienne, le projet au long cours, voilà, on vous en met 38. Enfin non, on vous en met 34, pardon. Voilà, les Bleus, on se ressente sur le projet au long cours, hein. Ça fait 3 saisons que Monsieur Ortiz et Madame Mignot sont à la tête du 15 de France. On se concentre sur les fondamentaux, ce qui nous a fait défaut, ce qui nous a fait passer des frissons, et on y va en avant. Et donc le rêve irlandais, le rêve italien, voilà, rien à foutre. Enfin pas rien à foutre, mais on passe au-dessus. Voilà, c'est
un des enseignements, même c'est l'enseignement majeur de cette compétition. Et donc, Orlando, ça fait 1h18 que t'attends, on va enfin le dire. Donc maintenant, on va encore bravo les Red Roses, on a hâte. Le prochain tournoi, il y a un France-Angleterre en France. J'espère que ce sera pas trop loin de Nantes. J'espère que ce sera un week-end où ce sera possible de se déplacer. Moi, j'ai hâte d'aller saluer les Red Roses, de leur dire vraiment bravo. Ce que vous avez fait, la performance, en termes de performance brute sur cette fin de Coupe du Monde, c'est absolument fantastique. Vraiment, vous êtes les boss et bravo. Et en tant que supporter français, on espère un jour que nos bleus d'amour renverseront la vapeur face à vous, mais vous avez mis la barre. Vous avez mis la barre à un niveau très élevé. Vous avez mis la barre super haut. Donc voilà, on a hâte. Surtout qu'on a pété le téléphone où on a toutes les selfies avec les Anglaises et les Françaises à la fin du match de Bordeaux en 2024, il est pété. Donc il y a des trucs qui sont perdus. Il y a les 2 minutes de blague entre Orlando et Zoe Alcroft, donc qui est désormais capitaine d'une équipe championne du monde, qui sont perdus. Il y a le moment où je bégaye devant Zoe Harrison, pareil, qui est perdu. Donc Zoe Harrison, demi-ouverture des Anglaises, qui était blessée en 2024, mais qui était restée très proche du groupe, parce que je pense que John Mitchell avait une énorme confiance en elle, et bah, ça s'est vu. Elle lui a rendu sur cette compète, et voilà, elle était très très forte. Meg Jones qui était la première avec qui on a voulu se prendre en photo, parce que c'est vraiment une joueuse incroyable qui, notamment en demi-finale contre les Bleus, qui a sonné la révolte et qui a empêché les Bleus de marquer plus de points contre ces Red Roses de l'enfer. On a hâte d'aller les saluer. Mais quand on sort de cette Coupe du Monde, on se dit voilà, c'était la première Coupe du Monde à 16. Et ce serait bien que... Il y a des choses qui ont été dites, notamment lorsque les Fidjiennes ont battu les Galloises. Du genre, ce serait bien que toutes les équipes, déjà, elles puissent construire leur championnat, leur chemin pour aller au plus haut niveau. Oh tiens, vous l'avez pas dit, les Sudaf, après l'arrivée de Lynn Cantwell, elles ont restructuré leur championnat. Elles ont fait un championnat à 7 équipes. Et donc, voilà, à 7 équipes. Un truc qui correspond à leur géographie sportive et à l'histoire de leur rugby. Voilà, je ne vais pas vous parler de la Currie Cup aujourd'hui et des trucs entre provinces et machin des Sudaf, parce que sinon, voilà, vous allez être couchés. Et puis de toute façon, on est en France, les gens vont nous haïr. Heureusement, les commentaires sont désactivés, mais sinon là, les gens qui sont encore traumatisés par le 15 octobre 2023, mais vous êtes encore là à dire du bien des Sudaf, mais bordel. Donc on va pas le faire, mais voilà. On souhaite déjà que les fédérations donnent le moyen à leurs joueuses d'évoluer du niveau du terrain random jusqu'au niveau international. Et puis surtout, on espère que les plus grosses équipes, elles donneront des opportunités de match à ces autres nations, tu vois, genre les Espagnols, les Brésiliennes, les Fidjiennes. Les Sudaf, de fait, elles organisent le World 15. On en oublie, mais même voilà, les Samoanes, les Néerlandaises, les Japonaises, les Samoanes, enfin voilà, toutes ces équipes-là, on espère qu'elles auront du temps de jeu aussi contre les nations les plus fortes. Et ça peut pas se faire dans le cadre du WXV, puisque le WXV c'est rangé par division, première, deuxième, troisième division. C'est bien qu'il y ait des matchs entre équipes du même niveau aussi. Mais si tu veux garder un rugby féminin où ça joue pas 10 mois dans l'année comme chez les mecs, avec tous les risques de commotion sur la santé, etc., qui pèsent sur les sportifs et les athlètes, et ben en fait il y a 2 éléphants dans la pièce. Et c'est une des raisons qui fait qu'on va arrêter de mettre nos gueules sur YouTube pour parler de rugby international. C'est qu'il y a 2 éléphants dans la pièce. Si tu veux qu'il y ait plus souvent des Nouvelle-Zélande-Japon, des Nouvelle-Zélande-Espagne, des Fidji-Galles, des France-Brésil, et j'en passe, les 2 éléphants dans la pièce, c'est le 6 Nations et le Pacific Four Series. Et donc ça, c'est des compétitions qu'on suit à fond depuis plusieurs saisons, on vous transmet la passion qu'on a là-dessus. Mais ces compétitions-là, c'est un putain d'entre-soi. Ouais, si on dit les termes.
Je pensais qu'on allait faire la version diplomatique, on s'était mis d'accord avec Rachel pour faire la version diplomatique, mais en fait non. C'est voilà, ça crée le putain d'entre-soi entre les meilleures équipes européennes et de l'autre côté les 4 meilleures équipes qui sont autour du Pacifique. Et donc ça fait que les seules opportunités de match entre les plus grosses équipes et les équipes émergentes, elles se font lors des Coupes du Monde. Et donc si un jour on veut qu'on ait une Coupe du Monde où les équipes, où les fédérations qui ont donné les moyens à leurs joueuses de rivaliser avec les plus grandes nations, que ça puisse se concrétiser, il faut qu'il y ait plus souvent de matchs, plus souvent de rencontres, et que peut-être on n'a pas de solution. Peut-être qu'on n'a pas de solution. Et on sait que le rugby, c'est un truc qui s'appuie sur une histoire. Donc, peut-être, je sais pas moi, un tournoi à destination tous les 2 ans. Tu vois, et comme ça, genre, les années paires, t'as le tournoi les années paires, t'as le tournoi de destination. Et les années impaires, t'as des tournées, les équipes européennes qui vont en tournée chez les autres, ou les équipes de l'hémisphère sud qui vont en tournée chez les autres, etc. Où on a des matchs où tu pourrais avoir je sais pas moi, des France-Pays-Bas, des Angleterre-Samoa, des équipes qui vont faire des tournées dans les îles Pacifiques, des équipes qui vont faire des tournées en Amérique du Sud, enfin voilà, que les top nations en fait, elles génèrent de l'engouement et de l'entrain chez les nations émergentes, chez les nations qui se donnent les moyens d'exister sur la scène mondiale, et donc qu'il y ait plus de chances pour les gens comme nous de vous parler avec des étoiles dans les yeux, des Espagnols, des Fidjiennes, des Sudaf, des Japonaises, enfin de toutes les équipes qui ne sont pas dans le cercle fermé du Six Nations et du Pacific Four Series. Et c'est vrai que ce côté ce côté ligue fermée, en fait, même si c'est des compétitions qu'on adore et dont on connaît l'histoire et dont on a poncé l'histoire à de nombreuses reprises, et elles enlèvent des opportunités aux autres équipes. Donc voilà, nous, notre utopie, ce serait, elle est à double tranchant. D'un côté que les équipes du top tiers, en fait, elles ouvrent les portes, et que de l'autre côté, les fédérations et les pays où il y a des meufs qui prennent au sérieux le rugby, puissent se voir dotés de moyens. Il y a des initiatives très intéressantes qui ont été prises par la fédération australienne en direction des îles Pacifiques, là, notamment. Qu'elles puissent aussi structurer leur championnat national, ou même un championnat au sein de leur continent ou de leur zone géographique, des championnats interrégionaux. Enfin, voilà, des trucs qui permettraient de faire advenir une utopie que nous on a, parce que on vit pour le suivi du rugby de haut niveau 365 jours par an. On sait que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais nous on rêve que ça arrive tout de suite. Mais en fait, on rêve que ça arrive de notre vivant, en supposant qu'on va pas crever dans les 10 ans qui viennent. Je touche du bois. Et merde, le téléphone. Et merde, c'était le moment où le cadrage partait en couille. Donc ouais, on a ce rêve-là, et on sait que un des éléments qui fait que ce rêve est pas tout de suite réalisable, c'est le fait que chaque année les meilleures équipes sont entre elles dans leur compète, et se renforcent mutuellement, et que ça donne moins ça permet à d'autres équipes d'avoir moins de force. Comment ça se fait? C'est pas cool. Si on prend l'exemple des Léonas espagnols, c'est pas cool que chaque année elle soit dans le championnat d'Europe B en même temps que le tournoi à destination. Donc ouais. Nous, le compromis, mais c'est pas la version diplomatique, mais oui, ce serait que tu fais un cycle de Coupe du Monde, c'est 4 ans. T'inquiète, je sais qu'il reste 10 minutes. 5 minutes 7 minutes. Ok, il reste 7 minutes, là, les gars du Blanc ils sont venus me dire. Ils sont venus me faire 7. On sait que le Six Nations, tu vas pas l'enlever du jour au lendemain, mais qu'il y ait des opportunités qui se créent, mais pas que sans forcément alourdir le calendrier, parce que le rugby, c'est, dans son histoire, c'est un truc qui jouait en hiver par des mecs qui ne pensaient pas qu'à ça. C'était pas fait pour être un sport professionnel qui se joue 10 mois dans l'année, parce que c'est un effort très particulier, c'est un jeu très particulier, c'est un combat collectif lourd, et donc tu peux pas faire ça
tu peux pas faire ça 10 mois par an. Ceux qui font ça 10 mois par an et qui font des carrières de 15 ans, c'est des forces de la nature. Et voilà. Et si on veut que le rugby féminin aille pas dans les excès qu'on a pu voir lors de sa professionnalisation, dans les excès de la pratique masculine. On vous rappelle, il y a des gens qui font des procès à leur fédération à cause des protocoles commotion. Il n'y a pas longtemps, Canal+ a consacré une émission à Sébastien Chabal et à ses déboires dans la vie après rugby. Donc si on veut ça, voilà, il y a encore des pas à franchir, et on sait que, pour nous, un 6 Nations qui se tient tous les ans, un Pacific Force Series qui se tient tous les ans, sont malheureusement, et de notre point de vue, des obstacles en fait à l'émergence du truc, alors qu'une compétition comme le WXV, des tournées, une Coupe du Monde qui a été superbement organisée alors en Nouvelle-Zélande et en 2022, en Angleterre en 2025, même en France en 2014 et en Irlande en 2017, parce que la géographie le permettait, où vous avez un maximum de matchs. Genre vous avez 2 matchs par week-end sur le même stade, où les supporters vont se rencontrer entre eux, les équipes vont se rencontrer entre elles et tout. Enfin, c'est juste génial, et c'est juste des gros stuff en fait. C'est vraiment des célébrations du rugby. Voilà, nous c'est ce qu'on aimerait voir plus souvent, et donc c'est aussi une des raisons, en plus du manque de temps, d'énergie, du manque de moyens pour faire ces vidéos, parce que là voilà, j'ai posé le téléphone et j'ai commencé à vous raconter ma vie, pareil, dans ma tête j'avais 3 trucs à raconter, ça allait faire super rapidement, et là ça fait 1h30 qu'Orlando il m'écoute pour être sûr que le son il est bon, que le retour vidéo il est pas dégueu, et qu'il va pouvoir mettre en ligne avant d'aller se recoucher. Donc voilà, c'était notre dernier mot. Super Coupe du Monde, grand merci à tout le monde, force à tout le monde, et voilà, c'est la fin de la Last Dance de Georgie. Il nous reste un petit taf à faire avec Orlando sur la fin et les conséquences de la tournée des Lions en Australie. On fera ça, je pense, le plus vite possible. On le fera pas n'importe comment, on le fera pas n'importe quand. On essaiera de se prendre 2 heures pour vous raconter la vie des Lions et des Wallabies en 2025. Enfin, en tout cas la fin de la vie pour vous raconter les derniers test matchs, et ensuite ce qui se passera pour les Lions et les Wallabies dans le futur. Et on espère que ça fera une très belle vidéo. Je remercie tout le monde, je remercie tous ceux qui nous ont filé des vues. Voilà, Rachel Orlando, Georgie, je me parle à moi-même, Georgie, je suis très solennel. Je suis très fier de vous. À un moment où il n'y avait pas grand monde qui en avait à cirer du rugby féminin au niveau international, nous on en avait quelque chose à cirer. On n'avait pas beaucoup de moyens, et on a été, je pense, au top. On a été très pointu dans le fond sur ce sujet pendant très longtemps. On a été même aussi très personnel. On y a mis de la personnalité, de l'intensité. On a fait des vidéos avec des figurines de la Reine des Neiges pour raconter des matchs. Enfin voilà, c'était une régalade. On s'excuse, on aurait voulu sur la forme et les moyens vous en donner plus sur cette Coupe du Monde, 2025. Ça n'a pas été le cas, mais on s'en remettra. Tout le monde s'en remettra. Voilà, vous avez quand même plus de 3 heures de contenu. Vous avez plus de 3 heures de contenu sur la compétition pour vous rendre compte à quel point on a été intense sur le sujet. Et nous, Orlando, Rachel et moi, sur l'île de Nantes, ici au Lublin. La colloque qu'on avait en 2020-2021, elle est pas très loin d'ici. Nous, on a des souvenirs et des anecdotes de tournage qui nous poursuivront pendant des années et des années. Enfin voilà, il y a des moments assez incroyables. Il y a des prises qui étaient folles. Il y a des moments aussi qui n'ont pas été forcément mis en ligne. Voilà. La direction pour nous, c'est qu'une fois qu'on aura fini notre truc sur les Lions, on va prendre une longue pause sur les réseaux. Et notre objectif, si jamais on revient sur YouTube, si jamais c'est de faire ce qu'on a fait au printemps 2024, c'est-à-dire
On va voir les matchs, on prend un immense kiff. On dit aux joueuses qu'elles ont été des sources de bonheur pour nous et qu'on les aime trop. Voilà, moi j'ai envie de prendre un avion, d'aller voir Stacey Waka. J'ai remarqué que le prochain match des Françaises au Pays de Galles, ce sera pendant les vacances scolaires de Pâques. Donc Rachel, j'ai pas besoin de te faire un dessin, tu sais très bien où on sera pendant les vacances scolaires à Pâques. Voilà, c'est d'aller au stade, d'aller voir les joueuses et puis ensuite, complètement à l'arrache, avec un picon bière, un muscadet et n'importe quoi d'autre, vous racontez ce qu'on a vu, mais après y être allé en live. Pas après avoir saigné les matchs sur nos écrans comme on le fait maintenant, parce qu'on n'a plus le temps, on n'a plus l'énergie pour... on n'a plus le temps, on n'a plus l'énergie pour faire ça, mais tant qu'on a eu le temps ou l'énergie pour ça, ou tant qu'on a eu la folie de penser qu'on avait le temps et l'énergie pour faire ça, on l'a fait à 100%, on l'a fait avec beaucoup de cœur, des moyens dérisoires, mais comme je vous ai déjà dit, Midi Olympique good, BBC Rugby Union better, Georgie best. Il nous reste combien de minutes avant la fermeture, garçon ? 2-3 minutes. Ok, 2-3 minutes, bah vas-y. On va finir ce putain de podcast avec moi qui bois un verre de muscadet. Ouais, après le picon-bière, c'est bizarre. On va quand même croquer dans le cookie. S'il y a quelqu'un dans le watch time qui va jusqu'à la fin de la vidéo où je bouffe un cookie et je bois du muscadet, qu'il se signale, je trouverai un moyen de lui faire un cadeau. Ouais, c'était quand même 6 semaines exceptionnelles cette Coupe du Monde. C'était incroyable. C'était incroyable. D'ailleurs, Rachel, les abonnés ont le droit de savoir. Quand les Néo-Z en mettent 40 aux Irlandaises, on est avec les enfants. Et à un moment, troisième essai des Black Ferns, deuxième, je sais plus. Je suis en feu. Il y a ma fille à côté. Et je suis là, je fais putain, t'as vu la passe de Stacey Waka? Et ma fille, elle fait Waka Waka. Et je fais hop hop hop. Hey, respecte Stacey, s'il te plaît. Je pense pas que Shakira elle fasse des hauts floats comme ce que Stacey Waka vient de faire. Et donc là, t'as le ralenti de l'action. Et t'as ma fille, elle regarde l'écran, elle fait ah ouais, elle envoie Stacey Waka. Voilà, c'est plein de petits moments comme ça, c'était plein de petits moments comme ça, cette Coupe du Monde, pareil. Voilà. Il y a des gens qui ont fait des chansons sur notre enflammade, sur les Néo-Z. Enfin voilà, c'était fantastique, c'était un beau moment. Salut à tous, le bar ferme.